L'histoire commence avec un type stressé qui prend le train. En débarquant, il se met à courir comme un dératé, mais un groupe, qui connaît son secret, le retrouve, recouvre la zone de fumée et le type montre des talents de combat complètement fous en repoussant plusieurs assaillants. Les assaillants lui lancent plusieurs lames, alors il sort la sienne pour riposter. Ils utilisent ensuite des aiguilles en métal, des sambons, mais lui a des réflexes de dingue. Il les attrape avec les dents et les renvoie. Hélas, le nombre l'emporte. Il est maîtrisé quand un engin vient serrer son cou. On le traîne par un homme terrifiant qui le fracasse au sol et achève la chose avec son épée. Les attaquants utilisent un appareil pour vérifier que leur cible est bien éliminée, puis s'en vont. Ailleurs, un fermier nommé Joe profite de la vie à la campagne et finit par rentrer bosser sur sa moto. Il joue avec son petit garçon Kyle qui essaie de lui faire une surprise en mode « je t'attaque » et Joe lui dit qu'il a des yeux derrière la tête. Sa femme Sarah arrive et n'en revient pas de voir à quel point il est crasseux. Kyle explique que son masque ressemble à ceux des Oni, mais que ce sont de très mauvaises gens. Joe le prévient que les Oni pourraient le prendre pour l'un des leurs. Mais Kyle est certain que son papa costaud ira les affronter s'ils viennent. Joe plaisante qu'il n'est pas sûr de battre ces créatures imaginaires et Sarah dit qu'elle ira les déglinguer pour Kyle. Joe rigole en jurant de finir vite la moto avant que Sarah ne s'embarque dans un combat. Plus tard, un reportage explique que l'homme vu plus tôt a perdu la vie et Sarah craint que ça n'ait vraiment été les Oni. Kyle en est sûr, mais il est l'heure d'aller au lit pour le gamin. L'enfant fait bonne nuit à sa mère, Joe lui rappelle que son anniversaire approche. Une fois Kyle endormi, Joe vérifie consciencieusement les caméras de sécurité autour de la maison et Sarah s'inquiète du mode d'élimination. Pire, on ne trouve aucune info sur l'identité de la victime. Joe lui dit de ne pas s'inquiéter, qu'on ne les découvrira pas au milieu de nulle part et il la rassure. Sarah redoute surtout un type surnommé la faucheuse, mais Joe explique que ce ne peut pas être lui, il a toujours bossé en solo. Le lendemain, on voit à quel point Joe fait attention à effacer leurs empreintes sur une poignée. La petite famille reprend sa vie tranquille, comme si de rien n'était, et Joe fait de son mieux pour être un bon père en remontant le moral de son fils. Une nuit, on annonce qu'une autre personne a perdu la vie aux mains d'une mystérieuse organisation. Ce n'est qu'un des récents cas et une vaste enquête est lancée pour comprendre ce qui se passe. Pour l'anniversaire de Kyle, la famille profite d'un barbecue convivial, plaisante en chantant des airs. Kyle souffle les bougies sur son gâteau préféré, ouvre un cadeau, un jeu vidéo, et Joe lui offre aussi un nouveau casque. Joe préfère ce casque à l'effrayant masque Oni, alors Kyle proclame qu'il n'est plus un méchant mais un héros. Sarah dit qu'elle aime juste retrouver son visage normal et la famille s'embrasse chaleureusement. Ils n'ont jamais été aussi heureux et se disent leur amour les uns aux autres. Cette nuit-là, Joe se lève, dit calmement à sa femme de rester au lit, puis descend où tout semble normal. Soudain, quelque chose apparaît à la fenêtre et Joe est attaqué. Les assaillants font irruption, mais Joe en terrasse plusieurs avec maîtrise, récupère une arme et élimine plusieurs hommes avec son épée. Alors qu'il en abat un, il entend le cri de son fils. Instantanément alerte, Joe fonce, bloque un assaillant qui veut l'arrêter et le pulvérise sans pitié. Joe se précipite pour retrouver sa famille et attraper quelque chose, mais un autre attaquant lui tire 2 aiguilles métalliques en pleine nuque. Joe, déterminé, refuse d'être stoppé et monte à 4 pattes les escaliers. La douleur le paralyse presque et on aperçoit une silhouette mystérieuse à l'extérieur. Joe atteint enfin le 2e étage et découvre plusieurs assaillants neutralisés, puis est horrifié en voyant Kyle et Sarah sans vie au sol. Un choc écrasant envahit Joe. Un type au regard mauvais explique que sa femme s'est bien battue. Ce monstre lui traverse la gorge avec sa lame, déclenchant une rage aveuglante chez Joe, mais on le poignarde dans le dos. Joe traîne l'assaillant en essayant de rejoindre sa famille, mais son corps est trop abîmé pour tenir. On entend des sirènes au loin, quelqu'un a dû prévenir les flics. Le chef confirme que Joe n'est plus en vie, ils partent juste avant l'arrivée de la police. Les policiers découvrent la famille massacrée et sont horrifiés. Plus tard, l'apparente mort de Joe ne tient plus et il revient à lui. Ses premières pensées sont pour sa famille sans vie et il vomit sous l'effet de l'émotion qui le submerge. La fois suivante qu'il s'éveille, il est à l'hôpital et une infirmière appelle urgemment un médecin. Joe ne prononce que le nom de sa femme, puis retombe dans l'inconscience. Il finit par se réveiller et un médecin explique qu'il est miraculeusement revenu à la vie après que le coroner l'avait déclaré mort.
Joe s'en moque et veut juste savoir pour sa femme et son fils. On lui apprend malheureusement qu'ils n'ont pas survécu. Dehors, 2 visiteurs arrivent, Mike et Emma du FBI. Ils veulent son aide pour l'enquête et posent plusieurs questions pour identifier l'assaillant. Joe ne dit mot, mais Mike sent la colère monter en lui. Mauvais moment pour interroger, Mike laisse simplement sa carte. Mike confie à Emma que c'est un pressentiment. Il pense que Joe sait qui sont les agresseurs. Il décide là de se relayer pour le surveiller. Emma commence et le garde sur le toit. Joe se souvient d'un instant juste avant quand on l'a emmené dire adieu à sa famille. L'infirmière s'aperçut qu'on ne pouvait plus bouger Joe, il avait bloqué les freins du fauteuil. Joe tremblait de rage et ne supportait pas de s'approcher des corps de ses proches. Sur le toit, les souvenirs de sa femme et de son fils le submergent et Joe commence à grogner de colère. Sa fureur atteint son paroxysme, il porte la main à son poignet et en sort une aiguille métallique. Il se perfore avec, quelque chose de bizarre se produit dans son corps et à ce moment, plusieurs assassins l'attaquent. Il est encore rempli de rage, alors il part en furie et élimine habilement plusieurs assaillants. Joe fait preuve d'une force et d'une précision écrasantes en reprenant le contrôle du combat. Mais ce n'est pas tout. Joe fait un genre de jutsu et se change en fumée noire. Ce coup est terriblement efficace, lui permettant d'éradiquer plusieurs assassins en un instant. Emma n'a aucune idée de ce qui se passe et Joe ne cherche pas à l'éclairer, il l'assomme. Le Joe enragé poursuit son attaque sans pitié et déchire encore plusieurs agresseurs. Ils sont nombreux et, chose étonnante, Joe projette une épée vers l'ascenseur. On comprend vite pourquoi, il se sert d'une perche pour se défendre et jette tous les assassins restants dans la cabine. Même largement en infériorité numérique, il devient clair que ce sont les assassins qui sont piégés avec lui, pas l'inverse. Joe se tient au-dessus de leur corps en arrivant à l'étage et inspire la peur aux derniers opposants. Mike se demande pourquoi Emma ne répond pas et reste médusé en découvrant plusieurs cadavres. Joe finit ses affaires non loin et le chef des assassins le trouve. Les souvenirs remontent et Joe attaque le chef avec fureur. Ce chef n'est pas comme les autres. Il se défend bien et parvient même à passer un engin autour du cou de Joe. Joe se libère vite, mais le combat reste acharné et équilibré. Joe réutilise finalement son pouvoir d'ombre, ce qui lui permet d'asséner une attaque dévastatrice. Il enchaîne avec d'autres frappes et le combat se termine rapidement après. Joe exige de savoir comment ils l'ont trouvé, lui et sa famille, et comment ils ont su que c'était bien lui. Le chef se moque. Joe peut changer d'apparence autant qu'il veut, il ne fuira jamais son destin. Joe électrocute alors l'homme et lui arrache son déguisement. Il ne prononce plus un mot et met fin à la vie du chef, puis il va voir sa famille, ne supporte presque pas la vue et s'effondre à genoux. Ensuite, Joe rentre chez lui et perce un mur. Il récupère une boîte cachée contenant plusieurs objets, dont un masque. Il fixe une photo qui le submerge à nouveau de souvenirs familiaux. Nous avons un dernier plan de sa maison de famille, juste avant que Joe ne la mette à feu. Il regarde sa vie d'autrefois, pleine d'amour et de paix, partir en flammes, puis endosse le masque, la colère toujours là malgré les cendres. Plus tard, Joe revit l'instant terrifiant où sa famille est morte. Cette fois, sa femme l'appelle par son vrai nom, Egon. Sans leur déguisement, son fils lui crie dessus. Soudain, Joe se réveille du cauchemar et on voit qu'il a ligoté le chef des assassins. Il est mal en point et s'effondre, surpris d'apprendre qu'un visiteur est arrivé. L'homme aussi pense qu'il se reverrait dans l'au-delà. Cet homme est médecin et se demande pourquoi Joe n'a pas son déguisement. Joe révèle que l'organisation a trouvé un moyen de percer leur système de masques et le doc s'interroge sur ses blessures en voyant le bras de Joe. Joe a utilisé l'art secret de la conscience Stark, ce qui explique qu'il se soit poignardé sur le toit. Le médecin lui ordonne de ne jamais s'en servir à nouveau, la prochaine fois, ce sera mortel. En voyant son dos, le médecin lui dit d'oublier. La prochaine fois, il aurait dû mourir de la première blessure. Joe ignore comment il a survécu et le médecin se demande si quelqu'un le maintient en vie. Il faudra 6 jours entiers à Joe pour récupérer complètement, mais il veut d'abord être assez rétabli pour tirer des réponses de son invité ligoté. Le médecin demande ce qu'il fera après et Joe répond simplement. Il traquera tous ceux responsables de la mort de sa famille. Le médecin lui administre quelque chose pour aider la guérison, ça fait très mal, et Joe perd connaissance, puis à demi remis, il va voir le chef assassin.
Joe ne prononce pas un mot et enfonce tout de suite une lame dans l'homme, le poignardant à plusieurs reprises. L'autre lui rappelle que les ninjas ne cassent jamais, mais Joe, sans scier, continue et le surprend en lui disant qu'il le sait déjà. Les jours passent et Joe n'en finit pas. L'assassin tente de comprendre ce que Joe veut prouver et supplie qu'on en finisse, mais Joe l'ignore et prolonge la souffrance encore plusieurs jours. Un jour, Joe l'arrose d'essence. L'assassin devient fou, regrette que Joe n'ait pas vu la tête de sa femme, pas impressionné par le fils, juste effrayé comme les autres, mais sa femme, elle, était différente. Ses yeux débordaient de rage et de haine jusqu'au bout. La folie continue. Il dit à Joe que sa femme pleurait de plus en plus à chaque coup d'épée qu'il lui portait. Joe lui demande d'écouter calmement, puis explique qu'il va graver les yeux de sa famille dans sa mémoire à jamais. Il décrit ensuite la douleur incroyable qu'il compte lui infliger. Joe lui dit qu'il n'aura jamais le doux répit de la mort. Il tremblera toujours devant les Oni qui attendent derrière. Joe met le feu à l'homme et reste là à regarder l'assassin hurler de douleur. Ailleurs, on retire à Mike l'enquête sur Joe Logan, ordre des supérieurs. Ils sont énervés par ce qui s'est passé à l'hôpital. Pas de caméra sur le toit et on ignore à qui appartient le sang. Mike fait remarquer qu'Emma a tout vu, mais son supérieur lui suggère de la re-interroger. Elle a l'air d'avoir changé de version. Mike fulmine contre Emma qui a abandonné. Elle rit. C'est évident que les chefs cherchent à étouffer l'affaire. Il y a quelque chose de louche et elle sait que jouer l'obéissante est la meilleure couverture. En secret, elle enquête sur Logan et sa famille. Elle découvre qu'ils usaient tous de faux noms, qu'ils n'existent pas vraiment. De retour chez Joe, Mike examine l'appareil qui fabrique son déguisement et pense à la promesse qu'on lui avait faite, que ça protégerait tout le monde. Puis il part à moto pour chercher et le premier lieu qu'il contrôle est vide. Joe parcourt de longues distances pour vérifier d'autres endroits, mais ne trouve que des déceptions. Le dernier lieu est vide, lui aussi, et sa frustration monte. Cette nuit-là, des flics véreux entrent dans un bar, s'énervent parce que le barman leur donne trop peu. Joe est assis là. Un flic juge malin de lui demander si sa moto dehors n'est pas volée. Joe fait semblant de l'ignorer, le flic réclame ses papiers. Joe ignore encore, le flic tente de l'attraper, Joe le met KO d'un coup sec. Il s'en va tranquillement pendant que l'autre flic essaie de l'attaquer par derrière. Joe ne touche même pas l'autre lorsqu'il donne son coup, mais la force de son geste envoie le flic valser. Dehors, Joe regarde leur voiture de patrouille et pense à la carte de visite que Mike lui a donnée. Le lendemain, Mike croit qu'Emma plaisante, mais elle rappelle qu'elle enquête sur un crime. Beaucoup de transactions criminelles se passent maintenant en réalité virtuelle et elle doit finir ce boulot pour qu'on ait le temps d'enquêter sur Joe. Emma explique que les progrès en VR ont explosé ces derniers temps. Tout ça grâce à la boîte OWSA, et là Mike sursaute en voyant que Joe l'appelle. Il sort délicatement Emma du casque et lui fait suivre l'appel. Mike tente de faire avouer l'identité de Joe, mais Joe a ses propres questions. Il veut parler, Mike lui rappelle qu'ils sont en train de parler, ce qui fait péter à Joe son téléphone. Il rappelle pour une dernière chance en le menaçant d'arrêter les conneries. Joe le laisse choisir le lieu de rendez-vous, Mike opte pour un resto. L'appel se termine, Emma est déçue d'avoir raté la traque. En chemin vers le resto, on voit des pubs Obalueza partout. Les pubs prétendent que la techno OSA protège tout le monde et doit être partout, toute la vie durant. Joe arrive près du resto et le surveille pendant que Mike se gare. À l'intérieur, Mike demande au patron de dégager. À contre-cœur, le type accepte mais lui dit d'envoyer les livreurs s'installer à la table près de la porte. C'est là qu'arriveront les commandes. Joe arrive enfin, mais Mike veut voir son visage pour confirmer que c'est bien lui. Joe lui tend la carte de visite qu'il lui avait donnée, ce qui ne suffit pas. Joe décide de partir, mais Mike accepte de parler. Joe veut juste savoir qui est responsable des meurtres en série récents et accepte de répondre à toutes les questions de Mike en échange. Mike est rassuré, mais ce flic un peu fou sort son arme. Il précise qu'il ne fait pas de deals avec des suspects et ordonne à Joe de se mettre à genoux. À ce moment-là, un livreur entre et prend une commande. Mike se demande pourquoi Joe n'a pas profité pour s'enfuir, mais Joe veut encore parler. Juste à ce moment-là, un autre livreur récupère une commande. Mike dit à Joe de ne rien tenter en contournant prudemment la table et annonce qu'il est en état d'arrestation, mais Joe ne bouge pas d'un pouce. Mike s'agace quand un troisième livreur entre dans le resto. Mike est perplexe en constatant qu'il n'y a plus de commande à prendre et ce livreur passe à l'attaque.
Joe réagit vite pour l'arrêter, mais son visage se révèle et Mike se demande qui il est. Joe se retrouve en plein combat et cet assaillant n'est clairement pas un livreur. Mike tente de les arrêter tous les deux, mais il doit ouvrir le feu quand le faux livreur se jette sur lui. Joe doit l'empêcher de se faire tuer et la bagarre s'intensifie quand l'attaquant montre qu'il a un autre jeu de bras. Joe recule, puis utilise un truc de jutsu d'ombre pour faire apparaître 4 bras et 2 têtes. Le combat acharné continue, mais Joe a simplement plus de bras maintenant et parvient à le retenir. Joe le repousse et se prépare à finir le combat, puis réalise que l'autre, paire de bras, n'était qu'une autre personne cachée dans son sac. Le second homme l'attaque par derrière et Joe se démène pour lutter contre ses 2 ennemis mortels. Joe sauve encore Mike et balance de l'alcool sur les assassins. Il enflamme ses épées et la bagarre dangereuse fait rage. Finalement, il avale un peu d'alcool et envoie une boule de feu sur ses adversaires. Il en profite pour lancer toutes ses lames, cloue un type au mur et réduit l'autre en morceaux. Le combat fou est terminé et le stupéfait Mike supplie Joe de lui dire qui il est. Joe répond juste « canard laqué ». Mais Mike s'énerve parce que ce n'est que l'un des plats de la carte. Mike veut savoir où est le gars de l'hôpital, alors Joe utilise son appareil pour lui montrer le déguisement. Joe révèle qu'il est ninja. Ses faux livreurs l'étaient aussi, tout comme les types de l'hôpital, et soudain, ils doivent se mettre à couvert quand le groupe ouvre le feu depuis l'extérieur. La situation empire quand ils regardent dehors, un assaillant tire une roquette, tout explose et les attaquants prennent la fuite. Joe a disparu, on le voit pourtant plus haut en train d'observer Mike. Mike regarde sa poitrine, la lame du ninja a traversé son gilet pare-balles. La lame n'a même pas une égratignure après tout le combat contre Joe, alors Mike se demande qui a bien pu forger une arme aussi folle. Juste à ce moment, une pub pour Oza surgit derrière lui et les deux restent plantés à la regarder pendant qu'elle vante en grande pompe pourquoi tout le monde doit avoir la techno Oza. Ailleurs, un homme nommé Zai annonce à son maître que leur cible est, hélas, toujours en vie. Le maître est contrarié en entendant ça et prononce le nom d'Igon. Pendant ce temps, un politicien fuit, sa maison vient d'être attaquée, il implore Dieu d'arrêter les démons mais la peur monte quand il commence à entendre quelque chose. Soudain, plusieurs mains terrifiantes émergent de nulle part et lui ôtent la vie. L'homme responsable observe non loin et semble se prendre d'un étrange intérêt pour Joe, dont il a la photo sur son téléphone. Plus tard, le même type reçoit la visite du maître Yamagi. Il râle que cette dernière mission était d'un ennui mortel et proclame que son talent mérite des missions plus palpitantes. Yamagi lui rappelle qu'il n'est qu'une lame et qu'une arme n'a pas de volonté propre. Yamagi ajoute que les exilés comme Igon ne sont plus considérés comme des ninjas. Dès qu'ils partent, on les traite en ennemis. Il faut les éliminer sur le champ. On ne peut pas risquer que leurs arts secrets soient découverts. Igon est l'un des ninjas les plus d'élite de toute l'histoire du Japon. Il maîtrise une quantité incalculable de techniques de combat et ne montre aucune pitié quand il abat ses cibles. Ils l'ont déjà tué une fois, mais il pense qu'il a survécu grâce à son art secret. Yamagi veut cette fois l'anéantir pour de bon. Il veut percer le secret de sa technique. Yamagi a déjà ordonné de se préparer, mais l'autre homme s'en inquiète moins. Il se préoccupe plutôt d'un certain faucheur. Ailleurs, un homme en rouge est déçu. Zai a tout oublié de l'honneur de se battre. Ce qu'il fait maintenant, c'est juste de la violence gratuite, se demande l'homme en rouge en songeant à tous ses anciens camarades morts. Zai élimine les exilés de l'organisation corrompue, mais cet homme rappelle qu'ils ont échoué à tuer Igon. Igon a prouvé que ceux qui croient aux anciennes voies ne tombent pas face à des types comme Zai. L'homme en rouge est convaincu que quand les autres exilés l'apprendront, ils se dresseront contre l'organisation comme lui. L'homme en rouge est celui qui a appris à Xi à manier la lame, mais maintenant il doit mettre fin à ce qu'il a commencé. Il lance une frappe d'une puissance folle et dit à Xi qu'on ne peut pas se défendre contre une lame de vent. C'est son art secret, la hirondelle volante. Xi est encore en vie, mais l'homme est certain que ça ne durera pas. Il veut réessayer l'attaque, mais constate que l'épée de Xi a disparu. Un coup d'œil à sa poitrine révèle que Xi a réussi à le poignarder d'une façon ou d'une autre, et il est vaincu. Prêt à descendre aux enfers, il attendra Xi là-bas. De retour avec les autres, Yamagi annonce qu'il a interdit aux faucheurs d'affronter Igon. Au commissariat, on dit à Mike que l'attaque au restaurant, c'était juste la mafia. Mike est furieux devant un tel camouflage évident et son chef l'appelle pour lui rappeler qu'il partira bientôt à la retraite, qu'il évite de se mêler de ce qui ne le regarde pas. Son chef veut qu'il reste chez lui jusqu'au dernier jour et lui laisse des papiers. Ailleurs, Joe est dans une planque et allume un feu.
Hanté par les souvenirs de sa famille, il doit prendre un moment pour se calmer. Mike arrive comme prévu, mais il souligne que le propriétaire du restaurant a été piégé. Il veut régler ça plus tard. Pour l'instant, ils savourent un canard laqué en parlant de ce qu'ils savent. Les lames utilisées viennent d'un alliage spécial et le brevet est détenu par Osa. Il y a clairement un lien entre eux et les ninjas, mais Mike doit creuser encore pour en savoir plus. OWSA est une boîte très dangereuse, elle a le FBI dans sa poche. Joe s'en fiche, ils ont tué sa famille, il jure de traquer chaque membre jusqu'à ce qu'il paie. Mike lui rappelle qu'il devra l'arrêter s'il fait ça, puis conclut qu'il y a d'abord beaucoup d'ordures à menotter. Pas prêt à partir, il brûle les papiers et passe une trêve avec Joe. Joe lui sert un verre en expliquant que c'est comme ça qu'on scelle une alliance. Ce n'est pas d'alcool, Joe préfère les boissons énergétiques. Et Mike connaît quelqu'un qui en sait un peu sur Osa, alors ils vont voir Emma. Mike se moque de sa vieille bagnole, mais elle réplique vite que la sienne est encore pire. Joe, fan fini de voiture, connaît tout sur sa coccinelle et il est estomaqué d'apprendre qu'elle sait qu'il était ninja. Mike dit qu'il peut lui faire confiance, mais qu'il doit la faire taire quand elle parle trop. Emma les fait se tasser dans sa petite voiture et leur montre toute la tech qu'elle y a installée. C'est pratiquement un énorme ordinateur mobile qu'elle a construit toute seule. Ses recherches ont révélé qu'Osa est une multinationale impliquée dans les armes militaires. Et ce n'est pas tout, elle touche aussi au divertissement, aux énergies propres et à peu près à toutes les technologies. On dirait qu'ils envahissent tout, leurs produits remplaçant logiciels et matériels chaque jour. Chaque pays utilise leur techno à un degré ou un autre, mais cette croissance rapide a engendré beaucoup de rumeurs sombres. Plusieurs personnes gênantes pour eux, comme des figures de groupes rivaux et des journalistes, sont mortes de façon mystérieuse. La plus récente était le politicien chauve mort plus tôt, soi-disant dans un accident de voiture. Il refusait les entreprises étrangères, mais son remplaçant fait exactement le contraire. Il attire activement les sociétés étrangères et l'une d'elles est Osa. Ces morts tombent trop bien pour Osa, elle soupçonne donc qu'ils sont derrière tout ça. Eltzer, un scientifique, montre à leur boss un réacteur remarquable. Il fonctionne encore mieux que lors du dernier test. Il peut maintenant produire 2 200 000 kW par seconde. Le patron proclame que cette techno va changer le monde et déclare qu'Ousa doit devenir l'unique entreprise. Leur technologie améliorera la vie de tous et Ousa sera la nouvelle norme mondiale. Ensuite, il est rejoint par Yamagi, qui lui montre la photo de l'attaque au restaurant et l'homme confirme que c'était ces hommes. Il explique qu'il ne faisait que tester une nouvelle arme et qu'il pensait qu'un ninja serait le cobaye parfait vu leur capacité surhumaine. Craignant la colère de Yamagi, il précise qu'il a visé un ex-ninja, pas un membre de l'organisation. Il essaie de rappeler à Yamagi qu'ils sont partenaires, mais Yamagi lui ordonne de ne plus jamais répéter ça. Ailleurs, Emma montre au gars le cœur de l'immense entreprise Aousa, Ousa City, une ville expérimentale dirigée entièrement par l'organisation. Juste à ce moment, Joe empêche une lame de traverser le crâne de Mike quand ils sont attaqués. Emma veut les faire partir, mais une épée transperce encore la voiture. Mike tire vers le toit et Joe, façon ninja, localise l'assaillant. Le type envoie sa propre épée à travers le toit, mais Truck-kun fonce droit dedans. Joe découvre les deux autres inconscients et repère l'attaquant dehors. Ce ninja fou lance une pluie de lames, alors Joe sort pour l'affronter. Il porte un masque étrange et tient tête à Joe tandis qu'il grimpe un immeuble. Ce type repousse Joe un moment et révèle des bras mécaniques coiffés de caméras. Ces appareils désignent Joe comme l'ennemi et blessé, il se retrouve en mauvaise posture. Joe utilise encore son pouvoir d'ombre pour faire jaillir ses propres bras. L'adversaire le saisit, mais Joe en profite. Joe tranche quelques missiles, mais l'autre en a encore caché dans le visage. Incroyablement adroit, Joe esquive les projectiles en vol et finit par réduire l'homme en miettes. Une épée dans la tête ne suffit pas pour Joe. Il arrache la caméra du type et le jette du toit. Sachant qu'on les observe, il lance un signal au guetteur. Une ambulance emmène Mike et Emma et Joe reçoit un appel. Hésitant à répondre, il finit par décrocher. La voix à l'autre bout se réjouit enfin de pouvoir parler, mais appelle Joe par son vrai nom, ce qui le laisse bouche bée. La personne refuse de se révéler, mais sait que Joe compte se rendre à Ousa City. Elle prévient que la ville est protégée par un système de sécurité multicouche et dit qu'il est impossible que Joe passe seul.
Joe se méfie évidemment, puis reste sidéré quand l'inconnu récite un poème ninja. L'homme avoue être lui aussi un ninja exilé et lui dit si Joe tient à sa mission de l'attendre à un endroit précis. À l'hôpital, Mike regarde un dessin fait par sa fille. Un retour en arrière montre qu'il était toujours absorbé par le travail et qu'il ratait souvent les appels de sa femme. Un jour, il décroche enfin et apprend une terrible nouvelle. La fille de Mike a perdu la vie dans un accident de voiture et sa femme est anéantie. L'absence de Mike lui a fait comprendre qu'elle ne supportait plus d'être mariée à un agent du FBI, alors elle est partie. Aujourd'hui, Mike ne peut que fixer le dessin de sa famille heureuse d'antan, jusqu'à ce que Joe le dérange. Joe parle d'un homme prêt à les aider, mais Mike doute, Joe aussi. Pourtant, l'homme connaissait un poème transmis seulement dans l'ancienne organisation. Emma confirme que l'homme avait raison sur le système de sécurité terrifiant d'Osa City. Sa recherche montre qu'il faudrait être pratiquement un fantôme pour le traverser. Mike craint un piège, Joe répond qu'il tuera tous ceux qui l'y enfermeraient. La situation se complique, Mike sait que son patron le surveille, alors Emma propose d'abandonner la tentative d'infiltration. Au lieu de ça, elle a trouvé une communauté sur le dark web qui suit la société Osa. Il pense qu'Osa construit des armes de destruction massive pour dominer le monde. L'admin secondaire serait un ancien chercheur d'OWZ, donc Emma propose d'aller interroger cette personne. Mike ne veut pas qu'elle y aille et explique qu'un boulot pareil, c'est pour des vieux croutons qui n'ont plus rien à perdre. Emma refuse de le laisser seul. Ils sont proches de révéler les noirs secrets d'OWZ et les infos valent peut-être des millions. Joe s'apprête à partir, mais Mike veut savoir si la femme de Joe savait qui il était vraiment. Joe lui dit que oui, elle était aussi ninja. Pour rester ensemble, ils ont dû briser un code exigeant que les ninjas restent détachés émotionnellement, même envers leurs alliés. Mike comprend quel genre d'homme est Joe. Il a enfreint le code et choisi sa famille. Ailleurs, le dirigeant d'Osa, Joseph, est très impressionné d'apprendre que Joe a survécu à la dernière attaque. Même un seul de ces modèles produits en série pouvait anéantir un peloton entier, mais il n'était pas de taille face à Joe. L'assassin appelé Lil se demande si Joseph va vraiment se mêler des combats, mais Joseph veut surtout collecter des données. Lil sort des trucs assez pervers, alors la garde du corps de Joseph, Lily, propose de lui clouer le bec. Joseph remet la réunion sur les rails en rappelant que Joe va en ville, mais on lui rétorque que la sécurité est impénétrable. Joseph veut connaître l'avis de Big D, mais ce type est tellement vaniteux, il ne pense qu'à son destin et prévient qu'il pulvérisera quiconque le contrarie. Lil relance avec des commentaires osés et Yamagi utilise son pouvoir pour le faire taire. Il explique qu'ils découvriront l'art secret de Joe puis l'élimineront après. Joe refuse qu'on lui donne des ordres d'un inconnu, mais il approuve le plan. Plus tard, Joseph rappelle à Dilly qu'il a rejoint le groupe pour avancer ses recherches. Pour l'instant, il ne cherche qu'à récupérer des données sur son prototype, il espère donc que Joe ne mourra pas trop vite. Ailleurs, Zai attend avec impatience l'ordre de son maître pour éliminer Egon. Le maître refuse et dit qu'il enverra plutôt les autres à sa place. Leur mort n'affectera pas l'organisation, c'est juste une question de temps avant d'atteindre l'objectif. Un flashback montre un trio de ninjas en mission. On entend les codes ninja. Le premier, ne jamais révéler les secrets du clan. Le second, rester détaché émotionnellement. Le troisième, placer la mission au-dessus de sa vie. Le trio a fini de récolter les informations voulues. La mission est accomplie. Ensuite, un rituel reconnaît leur talent de shinobi. C'est la tradition, ils reçoivent des noms, Zai, Egon et Mary. Mais ce n'est pas tout. Ils sont stupéfaits d'apprendre qu'un art secret leur sera transmis à chacun. Ils doivent le garder à vie et acceptent ça tous. Le responsable est persuadé qu'ils guideront le village et on voit Yamagi présent aussi. Plus tard dans la nuit, Joe dit que ces noms leur permettront désormais de toujours se souvenir les uns des autres. Ils décident de fêter ça autour d'un verre, mais Joe avertit Zai de ne pas lâcher son art secret par accident. Zai ne ferait jamais ça et il affirme que ce serait une surprise s'ils en venaient à s'entretuer. Zai a l'air froid, mais selon lui, leurs liens sont plus forts que le sang. Ils jurent alors de risquer leur vie pour faire ce qu'il faut. Ils boivent un verre et rien quand Joe ne tient pas l'alcool, puis le trio repart en mission. Tout se passe bien au début, mais Mary hésite en voyant un enfant et se fait tirer dessus.
Gravement blessée, elle demande à Joe de l'abandonner, mais il la protège et saute par la fenêtre avec elle. Joe réussit à la réanimer et la conduit dans une grotte voisine. Mary veut qu'il parte seul, il refuse encore. Elle tente de se suicider, mais Joe l'en empêche. Elle supplie une dernière fois qu'il s'en aille, rappelant le code qui exige de se détacher même des alliés. Joe, à bout, avoue que depuis qu'il l'a rencontré, il a déjà violé ce code. Mary ne peut résister à ces mots et ils partagent un moment tendre. Plus tard, Zay les retrouve dans un piteux état. De nos jours, Zay n'est plus le même. Ailleurs, Mike reçoit un appel de son patron. Il peut faire ce qu'il veut, il n'est pas sur une affaire, mais pour Emma, c'est différent. Ensuite, Emma s'excuse de ne pas accompagner Mike voir l'admin et lui rétorque qu'il cherchait justement à s'en débarrasser. De son côté, Joe attend de voir l'inconnu, mais c'est l'homme qui appelle. Il explique qu'Owls City a sa technologie partout. Capteurs inclus tout autour de la ville. Ces capteurs vérifient si les gens ont l'autorisation d'entrer. Sinon, ils reçoivent un avertissement et si l'avertissement est ignoré, le système les élimine. Comme si cela ne suffisait pas, l'espace aérien au-dessus de la ville est protégé par une barrière qui ne laisse passer que la pluie et le vent. Impossible d'entrer par la surface, Joe devra passer dessous. Il existe une installation qui gère les capteurs. L'homme envoie à Joe toutes les infos. L'endroit est truffé de caméras, de pièges laser et des mercenaires patrouillent chaque secteur. Ce sera difficile, mais le plan ne marchera que si Joe évite tout combat. S'il franchit tout ça, il atteindra finalement la barrière menant à la ville. L'homme coupera le courant, mais ça ne durera que 5 secondes. Plus long et l'alarme retentira. Il rappelle à Joe qu'il n'aura que 5 secondes, sa seule chance. Au resto, Emma montre à Mike à quoi ressemble l'admin. Il s'appelle Jason et elle espère qu'il n'a pas changé d'apparence. Mike prétend qu'il le retrouvera quand même et qu'il lui montrera plus tard son astuce. Emma ne l'accompagnera pas, elle lui demande juste d'être prudent. Elle a encore beaucoup à apprendre de lui et espère juste qu'il la gardera sous son aile. Mike finit par partir, mais on voit leur complicité quand Emma lui rappelle sa fille. À Ouza City, l'inconnu a coupé toutes les caméras, donnant à Joe 8 minutes pour infiltrer. Joe descend sous terre et l'homme lui indique exactement quand bouger pour éviter les mercenaires. Joe suit ses instructions et use de son incroyable agilité pour rester introuvable. Le type lui décrit même les rythmes des lasers, mais ça met ses capacités physiques à l'épreuve. Juste avant de franchir les faisceaux, une goutte de sueur touche l'un d'eux et l'alarme se déclenche. Joe ne peut plus reculer, il doit éliminer plusieurs mercenaires et poursuivre la mission. Il atteint la barrière et l'homme la coupe. Mais soudain, Joe reçoit un choc et Xi se tient là, présent. Les deux se reconnaissent en prononçant leur nom ninja et la barrière se remet en marche. Joe dit à Xi que Mary est morte et exige de savoir si l'ordre venait de Yamaji. Zay n'a pas de réponse, il explique simplement que ceux qui ont essayé de tromper la mort restent à son ombre. Zay proclame que Joe mourra puis s'en va. Mike arrive pour rencontrer l'informateur, mais il doute du lieu choisi. Emma fait remarquer que les pontes du FBI les surveillent sûrement, donc Mike ne doit la contacter qu'en cas d'urgence. Mike entre dans l'arcade minable et retrouve un type nommé Jason. Ailleurs, on informe Yamagi de l'effraction. Celle qu'on appelle Asuka analyse encore pourquoi la barrière est tombée, mais elle suppose que Joe a eu de l'aide de l'intérieur. Lil veut juste l'abattre tout de suite, mais Yamagi explique qu'attaquer maintenant serait stupide. Lil est vraiment dérangé. Il propose carrément de laisser Joe entrer en ville. Ils ont toute leur force là-bas. L'art secret de Joe n'aura aucune importance une fois qu'ils l'auront tabassé. Asuka craint que le vacarme n'ait l'air mauvais pour Osa, mais Joseph aime l'idée. Ils conviennent de le conduire quelque part en ville et Joseph trépigne de récolter des données. L'homme de l'intérieur leur dit qu'ils ont décidé de le laisser entrer en ville, mais c'est clairement un piège. Ils envoient des ninjas très doués pour l'éliminer et le type est sûr que Joe mourra s'il tente de les affronter. Il conseille à Joe de ne pas y aller, mais Joe a déjà pris sa décision. Il va éliminer Yamagi et tous les autres. C'est pour ça qu'il est venu en ville et il n'a peut-être plus jamais cette chance. Le gars lui dit d'y aller à 7h parce que la ville fera une parade pour couvrir le combat qui aura lieu. Au retour de l'arcade, Mike essaie de soutirer des infos, mais Jason se demande surtout comment on a pu le repérer. Mike fait la sourde oreille et trouve son passage secret. En ville, la parade commence et on voit Joe dans la salle de surveillance. Il s'engouffre dans un tunnel pendant que Joseph et les autres l'observent.
Dès que Joe entre dans le tunnel, il est bien sûr accueilli par plusieurs ninjas mortels. Jason emmène Mike dans sa chambre secrète et lui dit qu'il veut faire tomber toute la compagnie. Il leur en veut profondément, ils l'ont pratiquement forcé à partir. Mike se demande si ce type n'a pas un souci de personnalité, mais Jason réplique qu'ils étaient tous jaloux de lui. Jason exhume leur scandale pour les démasquer, mais personne ne le croit. Mike avoue qu'il croit Jason et qu'il veut les démolir tout autant. Jason peut pirater leur système, mais il ne l'a jamais fait par peur des représailles s'il découvre la manœuvre. Mike le rassure, il pourra le protéger et presse Jason de s'introduire dans le réseau. En ville, Joe est en mode assassin total, il élimine plusieurs ninjas, les tranche tous grâce à son art sans subir la moindre égratignure. Joe utilise même un truc vache, il bourre la bouche d'un ninja d'explosifs et fait sauter tout le groupe en éclats. Les pétards couvrent bien la baston et on voit Xi attendre patiemment. De retour avec Mike, Jason a piraté le système USA, rien d'étrange pour l'instant. Finalement, il tombe sur une liste de numéros de sécu avec des prix. Le fichier s'appelle Bound, sans doute le nom d'un groupe d'espions d'entreprise. On dirait que l'OWSA achète de fausses identités pour y planquer des agents infiltrés. Preuve de corruption, mais aucune piste sur les ninjas. Là, Mike tombe des nues en voyant le nom d'Emma sur la liste. Les alarmes hurlent, Jason se fait déconnecter et voit des gars devant le bâtiment. Il se planque pendant que l'arcade est envahie et Mike concentre les intrus avec une diversion bien sentie. Ils réussissent à se tirer et Mike comprend que le FBI a dû le livrer. Jason est pétrifié, Mike l'assure que ces types sont sans doute des mercenaires engagés par OWSA. En ville, Joe poursuit son assaut, grimpe dans un immeuble et descend encore plusieurs adversaires. Mike essaie de joindre Emma, mais étonnamment, elle ne répond pas. Les choses dégénèrent quand les mercenaires les pourchassent et la bagnole pourrie de Mike rame. Il tente de riposter malgré le mauvais calibre, sans grand résultat. Jason devient fou d'idées et provoque un bus pour percuter un poursuivant. Mike lui ordonne de freiner net, puis fait parler la gâchette en neutralisant 2 mercenaires. Les freins de la voiture les trempent, Jason doit se mettre à l'abri, Mike tire sur le dernier mercenaire, Joe traverse l'immeuble, les derniers gardes flippent et sa respiration se fait lourde, envahie de souvenirs familiaux. Au dernier étage, Lil et d'autres assassins accueillent Joe impressionné qu'il soit arrivé jusque-là. Joseph observe, impatient de voir le verdict de ce test. Joe voit un hélico et devient furieux en apercevant Yamagi le surveiller. Il hurle son nom, la rage le submerge et il fonce vers l'hélicoptère. Cependant, il est arrêté par un des assassins. Joe découvre que ses attaques n'ont aucun effet sur eux et il se fait projeter partout. Joe utilise son jutsu, mais Lila reste de marbre devant ses vieux tours de ninja dépassés. Joe parvient à surprendre l'autre avec des fumigènes et montre que sa cible unique, c'est Yamagi. Il hurle le nom de Yamaji comme un possédé en se précipitant vers l'hélico, mais son grappin se détache. La chute fait de gros dégâts et le masque de Joe se brise, sa tête repasse des souvenirs de famille et il murmure, sinistre, que quelque chose va se produire d'un instant à l'autre. Les assassins s'avancent et Joe revoit le docteur lui ordonner de ne plus jamais utiliser son art secret, sinon il mourra la prochaine fois. Joe n'a plus rien à perdre. Il se prépare à retirer l'aiguille de son poignet et affirme qu'il retrouvera bientôt sa famille. Joe retire l'aiguille de nouveau et se l'enfonce. Son corps se convulse comme la dernière fois. Il prend un coup d'un des assassins. Il le jette encore et Lil le nargue pendant qu'il vole dans les airs. Cette fois, cependant, Joe réussit à en poignarder un. Il remplit l'air de fumée pour se dissimuler, mais finit par être repéré. Il se faufile dans la fumée et parvient à poignarder un autre assassin. La vitesse éblouissante de Joe lui permet d'éviter plusieurs attaques, y compris une sorte de boule de feu, et il entame une incantation terrifiante. Mais avant de pouvoir l'utiliser, il reçoit un coup sérieux de l'assassin rose. Lil s'approprie Joe et lui tombe dessus à coups de poing. Les assassins continuent de le malmener, faisant hurler Joe de douleur, et Lil s'ennuie déjà du combat. Soudain, Lil arrête le passage à tabac car quelqu'un est apparu. Il se met à pleuvoir et Zai arrive pour demander si Joe comprend enfin. Il explique que le chemin vers l'enfer où Joe était est inévitable. Joe ne pense qu'à se venger de Yamagi. Il attaque Zai sans réfléchir mais se contente d'être projeté au sol. Il répète le nom Yamagi en boucle, alors Zai se prépare à lui ôter la vie.
Letty déclare que tout se termine maintenant et Joe, muet, se prépare à mourir. Xi abat sa lame, tout le monde retient son souffle. Xi regarde, incrédule, son attaque stoppée par l'assassin rose. L'assassin a posé des dispositifs sur les autres pour les neutraliser, puis il saute du toit avec Joe. Cet assassin déclenche une bombe et l'explosion colossale empêche Zai de les poursuivre. Yamagi est parti observer l'attaque ratée et Joe rouvre les yeux, vivant. Ailleurs, Mike est en très mauvais état et Jason doit le porter à travers le désert. De retour sur Johamu, il est toujours en chute libre depuis le bâtiment. Sa main tendue vers le ciel comme pour attraper quelque chose, puis il perd bientôt connaissance. Les assassins regardent par-dessus le toit, mais Joe a déjà disparu. L'un d'eux se demande pourquoi cet assassin les a trahis, mais Lil s'en fiche. Il est juste excité à l'idée de la chasse. Le lendemain, un type apparemment banal reçoit un message de Lil. Son message parvient aussi à d'autres assassins qui se fondent dans la société. Lil les appelle « faucons courageux » et annonce que leur corbeau perfide vient de quitter le nid. Le corbeau a trompé tout le monde et abrite maintenant leur pire ennemi, le tigre. Lil ordonne qu'on ne les laisse pas quitter la ville. Il veut qu'on retrouve ces deux-là à tout prix et qu'on leur arrache le cœur. Ailleurs, Joe se réveille et sa sauveuse se révèle être Emma. En réalité, une de ses personnalités, ce n'est même pas son vrai visage. À l'hôpital, le chef de l'organisation lui a demandé d'enquêter sur la résurrection de Joe. Il supposait qu'il pouvait se ressusciter sans cesse, donc il voulait comprendre sa technique. Les arts secrets ne se montrent qu'en combat, elle devait donc l'observer de très près. C'est pourquoi elle a fait semblant d'être Emma du FBI, son identité en tant que ninja de l'organisation, mais elle en a une autre. Joe est choquée quand elle change de voix pour devenir l'homme mystérieux qui l'a aidé à entrer en ville. Elle l'a aidé pour que Joe puisse se venger. Incroyable puisqu'elle observait Joe en tant qu'Emma sur ordre de l'organisation, tout en trahissant cette même organisation pour l'aider. Elle révèle qu'elle a ses propres objectifs et qu'elle a besoin de Joe vivant pour les atteindre. Elle déclare que les lieutenants qu'il vient d'affronter sont bien trop dangereux car ils portent des combinaisons surpuissantes. L'art secret de Joe sera inutile contre eux, il mourra s'il réessaie de se battre. Mais Emma dit qu'il reste de l'espoir, elle a apporté une puissance capable de les éliminer et elle montre à Joe un autre masque. De retour avec Yamagi, on lui parle d'une combinaison volée à leur marchand. Elle n'était pas encore au point et on dirait qu'elle a préparé cette trahison depuis longtemps. Yamagi, lui, n'en fait pas tout un drame, il est persuadé qu'on sera bientôt capturé. Ces combinaisons s'appellent Gusoko Gear, des armures de combat ultra haut de gamme conçues pour fonctionner avec toutes sortes de techniques ninja, mariant des siècles de tradition à la technologie la plus pointue. Emma faisait partie de l'équipe de développement, elle avoue que la combinaison qu'elle a volée est la plus avancée de toutes. Il lui suffit de la finir et ce sera comme un nouveau corps pour Joe. Emma n'a aucune réponse sur ce qui se passera si l'organisation les trouve d'abord. On voit juste qu'ils ont du mal. Ailleurs, Mike reprend connaissance et Jason le gronde pour l'avoir mis sous sa protection. Mike n'en revient pas d'avoir perdu 10 jours entiers, mais Jason le rassure. Ils sont en sécurité, planqués dans une maison isolée appartenant à un riche excentrique où personne ne va jamais. Mike voit le bon côté des choses, s'être fait attaquer prouve qu'ils étaient assez proches de découvrir des secrets. Chez Joe, Emma teste la combinaison, mais l'essai échoue. Il leur faut un réacteur de puissance, le cœur de l'armure, et ces pièces ne se trouvent qu'au QG. Aller là-bas reviendrait à une mort certaine. Il ne reste donc qu'une option que personne n'a envie d'envisager. Joe est encore hanté par les souvenirs de ce jour horrible, et on revient sur le moment où il était avec Mary. Elle avait pensé Joe et lui avait parlé de sa philosophie ninja. Selon elle, savoir maîtriser ses émotions au pic de leur intensité rendrait invincible. Joe parvient à puiser dans ce souvenir pour se calmer, mais l'organisation se rapproche de leur planque. Il reste un dernier endroit à vérifier et Big D demande à y aller. Il a un bon pressentiment. De retour au repère, Emma achève le réacteur et le blindage, il ne reste qu'un peu de finition. Plus tard, elle annonce que c'est terminé et cette combinaison s'appellera désormais Kamui. C'est une maquette prototype conçue de A à Z, destinée à atteindre le plus haut potentiel de combat. Un tout nouveau design, donc son fonctionnement diffère totalement des autres armures. Simplement, la portée ne suffit pas pour exploiter sa puissance. La tenue doit être reliée au cerveau de l'utilisateur.
Elle réagit dès que l'utilisateur pense l'utiliser, sa réactivité n'a rien à voir avec ce qui existe. De plus, plus l'utilisateur visualise ses gestes avec intensité, plus la tenue les exécute vite et fort. Seul hic, immerger le cerveau est une vraie épreuve. Joe sera plongé dans un sommeil profond, impossible à réveiller même en le poignardant au cœur. Emma lui promet que la prochaine fois qu'il mourra, ce sera la dernière et lui confie un autre secret. Elle était là la nuit de l'attaque contre sa famille et elle a utilisé sa technique secrète pour lui sauver la vie. C'est elle qui a planté les aiguilles dans sa nuque et congelé toutes ses cellules via un chemin spécial. Mais une fois ces voies fermées, elles ne peuvent plus jamais servir. Joe explose de colère et veut savoir pourquoi elle l'a sauvé au lieu de sauver sa famille. Il aurait volontiers donné sa vie pour eux. Il devient trop agressif, alors Emma l'assomme avec un appareil. À ce moment-là, l'alarme retentit, l'organisation arrive. Big D tente d'entrer, Emma panique, mais Big D ne trouve qu'une bombe dans la pièce. Il félicite la fille maligne pour ce tour juste avant l'explosion. Emma avait placé un leurre, mais la situation dégénère quand Lil les retrouve. Emma est stupéfaite, il explique que l'impossibilité de les localiser obligeait à bouger sans cesse. Malheureusement, chaque déplacement en ville est tracé et il a réussi à limiter leur position à un seul véhicule. Lil continue de parler, mais Emma remarque surtout que le taux d'immersion de Joe n'est qu'à 10%. Emma prend des mesures radicales pour faire descendre Lil du camion et elle apparaît en tenue de combat. Lil a toujours rêvé d'affronter une armure et les deux se préparent au duel. Pendant ce temps, chez Mike, il conclut qu'il faut retrouver toutes les personnes de la liste, mais Jason a besoin d'un ordinateur pour ça. Mike songe qu'Emma saurait où en trouver un, se rappelant que sa voiture est pratiquement un ordinateur sur roue. Chez Emma, on voit que son combat intense contre Lil vient de commencer. Lil prend le contrôle du combat, mais Emma déclare qu'un détritus comme lui ne pourrait jamais être un vrai ninja. Elle active tous ses bras robotiques et prend la main sur plusieurs semi-remorques autonomes. Lil parvient à les arrêter, puis Emma révèle qu'elle sait qu'il n'a prévenu personne de sa venue. Lil se moque de l'organisation, lui, il veut juste se battre, ne veut que des duels à mort, voilà pourquoi il est devenu ninja. Emma est exaspérée, ce qui, étrangement, l'excite encore plus. À ce moment-là, Lil voit plusieurs Emma, mais sait qu'elle contrôle juste ses optiques. Emma parvient à le poignarder à quelques reprises, mais Lil a visiblement un plan. Quelque chose est prêt et il déclenche une attaque énorme qui balaye toutes les clones d'Emma. Emma tente d'atteindre la machine qui les recharge, mais Lil l'en empêche. Il parvient à se recharger tandis que la machine qu'Emma voulait utiliser est détruite. Sa combinaison est à plat, elle panique et Lil se met à la narguer. Il se moque qu'elle ait cru pouvoir le battre et lui assène une pluie de coups. Elle sait qu'elle ne peut pas abandonner, il reste encore du temps avant que Joe n'ait fini de synchroniser la combinaison. Emma a laissé un enregistrement dans la conscience de Joe qui se met à jouer pendant qu'elle se fait tabasser. Le message suggère qu'elle est peut-être déjà morte et révèle que Mary lui a autrefois sauvé la vie. Depuis, elle reste en contact en secret. La nuit de l'attaque, Emma a couru chez eux pour les sauver, mais elle est arrivée trop tard. Joe fut le seul qu'elle a pu sauver, elle s'excuse de ce qui s'est passé. Mary voulait que Joe vive, Emma a juste essayé d'exaucer ce vœu. Emma a fait tout ce qu'elle pouvait et fait ses adieux à Joe. À ce moment-là, le feu intérieur de Joe force la synchronisation à se terminer plus tôt que prévu et toute la ville perd son énergie. Joe se rappelle les paroles de Mary sur la maîtrise des émotions, tout le monde retient son souffle pour voir la suite. Soudain, la combinaison de Joe s'illumine de l'intérieur, perçant l'obscurité. Tout le monde regarde, impatient, et Lil se met à provoquer Joe. Il savait que Joe serait un véritable défi, et ses prévisions se confirment quand Joe l'écrase. Lil reste à terre pendant que Joe s'avance et sort ses armes. Lil gagne du temps, repousse Joe et les deux se mettent à se battre. Lil s'emballe, sent la rage et l'odeur du sang de Joe et décide de répondre à son intensité avec une attaque puissante. Incroyablement, Joe esquive cette pluie de projectiles, ce qui choque Lil. Joe se souvient d'Emma. Plus il visualise précisément ses gestes, plus la combinaison les exécute vite et fort. Joe s'en sert pour bouger à une vitesse ultra contre l'attaque de Lil. Celui-ci, excédé, lâche une boule de feu massive, mais Joe, maintenant un monstre de puissance, traverse les flammes comme si de rien n'était. Il projette Lil à travers plusieurs murs. Lil comprend qu'il ne peut rien contre Joe, voit enfin à quoi ressemble un vrai ninja et s'exclame qu'il ne regrette rien.
Il se sent entièrement serein, puis, de façon surprenante, propose qu'ils quittent ce monde ensemble. Emma arrive et voit Lil les anéantir tous les deux, sauf que Joe reste indemne et promet que la mort de Lil ne sera ni rapide ni douce. Joe ne lui fera aucun cadeau et Lil le traite de sadique. Plus tard, Delia révèle qu'ils ont reçu la tête tranchée de Lil en avertissement de Joe. Joseph, émerveillé, note que Joe a manipulé la combinaison parfaitement du premier coup. Joseph veut l'analyser et propose un marché impensable. Yamagi décide d'accélérer son plan, seule sa cause compte désormais. Joseph le regarde partir et loue ses paroles, dignes d'un vrai ninja. De retour auprès de notre héroïne, Emma le rassure. Il devrait être à l'abri pour l'instant. Les lieutenants en combinaison détiennent le pouvoir suprême dans l'organisation. Joe vient de démonter l'un d'eux, donc ils attendront sans doute d'avoir un plan infaillible pour le neutraliser. On voit alors Imaji parler avec Zai. Jure d'exécuter n'importe quelle mission qu'Imaji lui demande, alors Yamagi libère Zai. Il lui permet d'aller tuer Joe et proclame que Joe mourra de sa main. Dans le camion, Emma remarque que Joe la fixe. Elle explique qu'elle ne sort pas avec des hommes mariés. Erreur, Joe veut juste savoir quel type de relation elle avait avec Mary. Emma explique qu'elle ne saurait pas qui elle est aujourd'hui sans Mary, son sauveur. Un flashback montre Emma déguisée éliminant une cible et elle a sursauté quand on a posé une lame contre sa gorge. C'était Mary. Mary a été impressionnée par son travail et l'a prise pour partenaire. Elle fut la première mentor d'Emma qu'Emma admirait parce que Mary accomplissait toujours sa mission, sans faute. Pour elle, Mary était le ninja idéal. À l'époque, Zaijo et Mary étaient réputés les meilleurs et tout le monde pensait que l'un d'eux finirait par diriger l'organisation. Un jour, Mary s'étonne qu'Emma porte toujours un masque. Emma explique que son visage a été massacré dans un accident, qu'elle est horriblement défigurée et que ses parents n'ont même pas supporté de la regarder. Ils sont partis. Elle était totalement seule jusqu'au jour où l'organisation l'a adoptée. Le chef précédent lui a dit clairement qu'elle n'avait plus le visage d'un humain respectable. Pourtant, c'est précisément cela qui lui permettrait de se fondre en n'importe qui. Emma fut inspirée par ces mots et le chef déclara qu'elle vivrait désormais comme une ninja. Elle a utilisé cette impulsion pour devenir une experte du déguisement, capable de se transformer en qui elle voulait. Après l'avoir entendu, Mary ôta son masque et lui dit qu'elle était jolie. Emma ne voulait pas de sa pitié, mais Mary répondit qu'elle était sincère. Emma est la plus belle personne qu'elle ait jamais vue. Emma raconte à Joe combien Mary était incroyable, ses mots étaient si convaincants. Un jour, Mary confia à Emma comment elle avait grandi avec Zei et Joe. Ces deux-là semblent terrifiants pour tout le monde, mais elle révéla que ce ne sont en réalité que des gamins immatures. Les hommes lui étaient très chers, mais cela inquiéta Emma. S'attacher aux gens engendre des émotions et ces sentiments peuvent distraire au combat. Les émotions tuent les ninjas, voilà pourquoi leur code interdit ces attachements. Quelque temps après, Mary révéla son art secret à Emma. Faire passer quelqu'un pour mort en mettant son corps en animation suspendue. Emma fut stupéfaite quand Mary voulut lui apprendre, arguant que les arts secrets ne doivent jamais être révélés à personne. Mais Mary avait déjà pris sa décision. Un jour, Emma devrait l'utiliser. Emma considère ses jours avec Mary comme les plus heureux de sa vie, mais cela se termina brusquement. Yamagi prit la tête et, pour une raison inconnue, invita des étrangers à rejoindre l'organisation. Un jour, Yamaji demanda à Emma ce qu'était, selon elle, la fierté d'un ninja. Elle répondit que c'était défendre la paix du Japon. Il s'interrogea si le Japon disparaissait, les ninjas iraient-ils avec lui dans le néant ? Finalement, l'ancien chef mourut. Yamaji transforma encore davantage l'organisation, ce qui commença à irriter beaucoup de monde. Une nuit, Mary confia à Emma qu'un bébé grandissait en elle. Emma fut choquée, mais elle sursauta encore plus quand Mary expliqua que c'était parce qu'elle était tombée amoureuse de quelqu'un. Mary décida qu'elle n'avait plus sa place dans l'organisation, elle avait rompu le code. Joe, lui, fut abasourdi par sa grossesse, mais il admit que le ninja était la seule vie qu'il connaissait. Il devrait apprendre à être père, mais doutait d'en être capable. Mary le rassura, il s'en sortirait puisqu'il serait parent à deux. Quelque temps après, Yamaji annonça que l'organisation quitterait le Japon et tomberait sous la coupe d'une grande puissance. Tout le monde fut indigné, mais il déclara que quiconque s'opposerait serait marqué d'exil puis éliminé. Protéger le Japon et leur fierté, alors peu se dressèrent contre Yamaji.
2 d'entre eux tentèrent même de l'attaquer, mais Yamagi possède un pouvoir terrifiant qui lui permet d'attraper les gens à distance. Il déchiqueta ses opposants et le fou piétina la tête de l'un d'eux. Certains voulurent agir contre lui, mais cela divisa encore plus le groupe. Imaji déclara qu'il était l'incarnation du ninja. Tant qu'il vivrait, les ninjas ne mourraient pas. Un groupe se forma pour mettre fin à la vie d'Imaji, mais un vieux ninja prévint qu'ils y laisseraient tous la vie. Ils choisirent plutôt de fuir l'organisation dans l'espoir de transmettre leur volonté. Ils accepteraient de la honte d'être devenus des fugitifs, mais telle était leur résolution. Mary alla voir ce vieux maître et révéla qu'elle avait créé quelque chose permettant de changer d'apparence. Elle l'a remise aux gens qui prévoyèrent de fuir et l'aîné lui a souhaité bonne chance pour élever son enfant. Quelque temps plus tard, Emma a affronté Mary. L'ancien chef lui avait confié la mission top secrète de vérifier si le prochain candidat au poste de leader méritait vraiment sa place. S'il ne la méritait non pas, elle devait les éliminer. Mary a fait remarquer que le chef était mort depuis longtemps et Emma a expliqué qu'il lui avait donné cette mission il y a très longtemps. Emma s'est excusée pour l'avoir trompé, mais elle devait accomplir la volonté du chef. Mary l'a ensuite choquée en révélant qu'elle avait su tout le temps. Emma la supplia de lui rendre simplement son enfant pour qu'elle puisse réintégrer l'organisation. Mary a refusé, alors elles se sont battues, et Emma s'est vite rendu compte que Mary avait caché sa vraie puissance depuis toujours. Tragiquement, Emma a avoué qu'elle ne savait même plus à quoi ressemblaient ses parents, et que chaque fois qu'elle essayait, c'est l'image de Mary qui lui revenait. Elles durent poursuivre le combat, et Emma finit par gagner. Elle savait ce qu'elle faisait en montrant que Mary avait bougé au dernier instant pour protéger son bébé. Sans ça, Mary aurait triomphé. Emma peinait à éliminer Mary. Elle avait toujours voulu devenir ninja, mais l'organisation avait tellement changé, elle ne pouvait pas se résoudre à fuir car elle ne supporterait pas la honte. Elle décida alors de se donner la mort, mais Mary l'en empêcha. Elle expliqua qu'un ninja ne doit pas avoir d'attache, pas d'émotion, pas de famille. Pourtant, son bébé lui avait donné une famille, un nouveau motif de vivre. Mary déclara que ce ne sont pas les émotions qui tuent les ninjas, mais celles qui les animent. Elle avoua avoir toujours considéré Emma comme de la famille et Emma, les yeux embués, ressentit la même chose. Elle choisit de rester dans l'organisation pour la surveiller de l'intérieur. Emma resta toujours en contact avec Mary, même lorsqu'elle fut envoyée en mission pour infiltrer le FBI. Mary lui parlait des difficultés d'élever un enfant, mais n'échangerait sa place pour rien au monde. Pour Emma, Mary représentait l'idéal du ninja. Pour cette raison, Emma décida d'aller jusqu'au bout de son devoir, ce qui lui permit de fouiller de l'intérieur et de découvrir les plans que Yamagi préparait. Ils sont presque à court de temps pour l'arrêter puisque Yamagi exécute déjà son plan maître. Ailleurs, on voit une pub de Joseph pour ses réacteurs OZR. Son nouveau carburant produirait une chaleur illimitée et la ville affirme faire économiser 80% sur la facture énergétique à ses habitants. Joseph présente ça à un responsable gouvernemental pour construire d'autres centrales. Le fonctionnaire met en garde contre la précipitation. Les gens s'opposeront aux dangers environnementaux de ces usines. Le responsable est choqué de voir que Joseph a déjà le soutien de plusieurs députés et se demande s'il ne les a pas achetés. Joseph proteste, il n'emploierait jamais de telles méthodes et demande juste que cet homme approuve sa proposition. Emma explique qu'une partie du plan de Yamagi consiste à laisser Oza utiliser ses forces comme muscles. Oza prendra le contrôle des infrastructures énergétiques, puis des pays de l'intérieur. Quand Emma est devenue lieutenant, elle a vite compris que l'organisation n'était que la marionnette d'OW. Il se moque désormais du code ninja et Emma estime que son destin est d'aider Joe. Ailleurs, Jason panique en apprenant l'existence des ninjas. Il en veut à Mike de l'avoir entraîné là-dedans, mais Mike lui rappelle qu'il finirait par le retrouver dans sa tanière de geek. Mike fait valoir que Jason a une dent contre la société Oza et le convainc de poursuivre l'enquête. Jason se souvient que Mike a reconnu le nom d'Emma sur la liste et se demande qui elle est. Près d'Oza City, les citoyens doivent passer un contrôle de sécurité. Avant de partir, Emma a la solution. Elle déclenche quelque chose qui coupe le courant de la ville. Nos héros s'échappent en force et la ville n'a même pas assez d'électricité pour lancer ses drones. Emma dit qu'elle ignore où se trouve Yamagi, mais que les actions de Joe l'ont forcé à lancer ses plans. Leur prochain mouvement, aller sur une centrale inachevée pour surcharger la tenue de Joe. Un test opérationnel aura lieu le lendemain avec des lieutenants présents. Joe ne pouvait rien demander de mieux. Il compte les forcer à révéler où est Yamagi et Emma, impressionnée par sa maîtrise du costume, veut qu'il conserve cette sensation.
Le costume fonctionne mieux quand il n'est pas distrait, alors Joe doit contenir sa rage. Il le sait, mais explique que sa colère n'est pas quelque chose qu'on éteint d'un claquement de doigts. Cette nuit-là, il repense aux conseils de Mary pour gérer ses émotions. Il est encore hanté par cette nuit, et maintenant, il sait que le souhait de Mary était qu'il vive. Emma se dit que la performance de l'équipement Gazoko dépend du cœur et de la volonté de Joe. Si jamais il flanche, elle promet de le protéger. Ailleurs, des soldats tombent des nues en croisant un lieutenant. Celui-ci domine le champ de bataille. On comprend vite que Joe faisait là une démonstration pour un autre responsable gouvernemental. Elle saisit tout à fait ce que Joseph veut dire et concède que les ninjas peuvent être très menaçants. Ailleurs, des ingénieurs se pavanent, ravis que le dernier essai sur l'un des costumes se soit déroulé à la perfection. Emma est proche et annonce à Joe qu'elle a sécurisé des réservoirs d'énergie portable pour suralimenter sa tenue. À ce moment précis, Big D surgit et dit à la traîtresse qu'elle n'échappera pas. Emma fuit pour sauver sa peau pendant que celui-ci la pourchasse, mais Joe surgit pour la secourir. Big D est ravi de l'affronter. Il a toujours voulu se mesurer à un adversaire comme lui et refuse de fuir. Big D affirme connaître les désirs de Joe et promet de révéler où se trouve Yamagi s'il le bat. Emma sent le piège, mais Joe s'en moque. Il comptait l'affronter de front et le duel commence. La combinaison de coups de Big D, coups de pied et ses bestioles mille pattes submerge rapidement Joe. Emma est convaincue que l'organisation a un plan contre eux et cherche une astuce pour renverser la situation. Emma vise le réacteur et décide qu'elle devra couper leur capacité de ravitaillement sans fil. Elle doit en partie enfiler sa tenue cependant car l'un des centipèdes vient la charger. Joe tient bon et se bat à armes égales contre Big D. Il parvient à trancher la tête d'un monstre, mais les coups de pied de Big D sont un autre niveau. Emma varie les techniques et, folle de rage, monte même sur un centipède pour le neutraliser. Elle a encore des cartes en main. Elle utilise une des réserves d'énergie pour faire exploser un autre monstre et le réacteur, sauf que ça fait trop de dégâts, la salle s'effondre et elle traverse le plancher. C'est mal barré pour elle, mais Joe surgit de nulle part pour la sauver encore une fois. Le système est hors service, l'alimentation de la combinaison coupée, ils sont bloqués. Big D fait remarquer qu'un simple appel aux autres suffirait à éliminer Joe et Emma, mais il n'a pas recours aux basses manœuvres face à un vrai guerrier. Il annonce qu'il n'y aura pas d'interruption la prochaine fois qu'ils se verront, puis il s'en va. Joe se demande après pourquoi Emma le protège tant, pas seulement pour le vœu de Mary, il en est sûr. Elle explique qu'elle tient parole envers elle-même et qu'elle ira jusqu'au bout quoi qu'il arrive. À ce moment-là, Emma reçoit la notification que sa voiture intelligente vient de se réveiller. Elle se demande si c'est l'organisation, mais Emma sent que c'est quelqu'un d'autre. Et elle a raison. Mike et Jason sont aux commandes. Mike a utilisé son badge du FBI pour y accéder, mais Jason précise qu'il ne pourra sûrement pas l'utiliser longtemps. Mike s'en fiche royalement d'être au FBI, protéger des innocents, c'est un job qu'il s'est choisi. Malheureusement, Jason ne parvient pas à casser le cryptage et dit que seul un génie y arriverait. C'est inquiétant parce que ça leur fait comprendre qu'Emma doit être quelqu'un d'important dans l'organisation. Soudain, la radio s'allume toute seule et Mike reconnaît une chanson d'une époque où il était avec Emma. Il lui reprochait de trop agir seul, elle répliquait qu'un temps de réflexion trop long peut coûter cher. Mike y voyait plutôt un manque de confiance et exigea qu'elle lui rende la confiance. Il expliquait qu'un partenaire, c'est presque de la famille dans ce milieu, mais elle lui a bien fait comprendre qu'ils n'étaient que collègues. Mike refuse de se laisser gâcher sa bonne humeur et se met à chanter. Pendant qu'on subit son chant faux, on voit un court montage de leur vie de partenaire. Son mauvais chant finit par la séduire. Cette nuit-là, Jason panique en entendant quelqu'un arriver. Mike leur dit de se calmer, mais Jason panique et riposte. Ils sont capturés, sauf que ce n'étaient que Joe et Emma. Mike n'en revient pas qu'Emma ait été ninja tout ce temps, et elle admet que ce qu'elle a fait est impardonnable. Elle conclut qu'une excuse ne changera rien, ce qui vexe Mike. Il réalise qu'Emma l'a envoyé chercher Jason juste pour l'éloigner de la vérité et hors de lui, il s'isole un moment. La sortie dramatique tombe à l'eau quand le mannequin met le feu à des pétards. Emma le rafistole et comme elle s'excuse vraiment, Mike lui rappelle qu'elle a accompli un devoir qu'elle s'était juré d'honorer jusqu'au bout. Il lui montre le dessin que sa fille lui avait fait. Je l'aimais parce que Mike protège tout le monde des méchants, affirmant que c'est son devoir, sa fille est morte dans un accident, et ces mots le hantent comme une malédiction.
Son cœur est lié à ces mots, il a l'impression de devoir toujours aller jusqu'au bout. Mike pense que chacun porte sa propre malédiction et il est évident qu'Emma aussi en a une. Il avoue qu'il n'était pas fâché qu'elle lui ait caché des choses, mais qu'elle ait oublié qu'il la soutiendrait toujours. Emma comprend que ce dessin est pour lui une malédiction, mais elle croit qu'un jour il pourrait servir. Le lendemain matin, Emma révèle qu'Oza construit de plus en plus de centrales pour prendre le contrôle du réseau national et que les ninjas sont leur force opérationnelle. Hélas, les preuves qu'ils ont rassemblées sont si incroyables qu'elles ne passeront jamais pour des preuves crédibles. Si Oza mène son plan à bien, c'est la fin du pays. Ailleurs, on ordonne à Joseph soit de couvrir l'incident récent, soit de faire une annonce publique pour rassurer la population. Joseph promet de s'en charger et lance un regard de méchant regardant au loin. Le groupe décide alors de sa stratégie. Emma et Joe iront couper des centrales en activité tout en subtilisant l'énergie nécessaire au fonctionnement, pendant que Mike et Jason poursuivront l'enquête. Mike prévient qu'il risque de révéler au monde que les ninjas existent. Joe s'en fiche complètement, alors Emma donne à Jason l'accès à son ordinateur. Mike fait une bourde en demandant si Emma et Joe sont ensemble maintenant et se prend un coup direct dans les bijoux de famille. Ailleurs, Joseph fulmine parce que Big D a laissé Joe s'échapper. Yamagi explique que Joe est trop dangereux au corps à corps, donc Big D a bien fait, mais Joseph est furieux car les officiels envisagent d'abandonner son plan à cause de ces ninjas abrutis. Joseph est complètement taré, il prétend contrôler totalement les gens, la nature et tout être vivant. Il traite la domination du monde comme un jeu et menace de rompre leur alliance si Yamagi ne maîtrise pas les ninjas. Que ce soit un jeu ne plaît pas à Yamagi. Selon lui, la mission des ninjas est de traquer les pourritures, comme Joseph, et de les éliminer. Joseph explose et annonce que si ces hommes foirent encore, il leur fera commettre le seppuku. En partant, Yamagi note que l'idiot confond ninja et samouraï. Il décide que le moment est venu et on aperçoit Zai. Chez notre héros, Emma explique que le circuit Izumo est le cœur du équipement Jizoko. C'est très sensible et fragile, il faut donc le manipuler avec délicatesse comme il a dû faire avec Mary. Sauf que Joe rappelle qu'il la faisait souvent rager auparavant. Emma lui donne le manuel du matériel Gestoko pour qu'il l'apprenne parfaitement, mais Joe veut qu'elle pense davantage à sa propre sécurité. Elle l'a déjà beaucoup aidée, il souhaite donc qu'elle reste avec Mike et commence à prévoir où se cacher une fois tout cela fini. Emma en a marre de tous ces mecs qui jouent les caïds, mais Mike lui rappelle que dans leur milieu, un partenaire c'est presque une famille. Elle refuse de laisser Joe y aller seul, mais accepte d'aider d'abord le bizarre Jason pour l'enquête. Jason n'aime pas qu'on le traite de bizarre et révèle qu'il leur a préparé à manger. Il explique que les gangs les plus célèbres de l'histoire, les Yakuza, mangent ensemble, donc eux aussi devraient le faire. Emma pense à ce que Mike et Mary lui disaient sur la famille et commence à y croire. Ils s'éclatent de tous, mais on voit un traceur sur leur camion. Ailleurs, la secrétaire à l'énergie exige des réponses sur l'explosion de la centrale. Joseph veut minimiser, mais le type prévient que le comité consultatif ne peut plus ignorer l'opinion publique, peu importe combien Joseph les graisse. Joseph perd son sang-froid et la communication coupe. Dilly explique que Big D reçoit sa coupe quotidienne et a posé une journée. On ne pourra pas le joindre, mais Joseph insiste, c'est une urgence. Big D ignore l'appel, il sait déjà ce qu'ils veulent et s'en est occupé, on le voit traquer Joe. Ce gars brillant ajoute qu'il n'y a ni sens à vivre ni à se battre quand il n'y a plus de grâce. Joseph est furieux qu'il n'ait pas répondu. Dilly propose de le dédommager au nom de Big D. Joseph décide de partir un moment, mais elle devra lui rendre ça quand il reviendra. Plus tard, Joseph croise Zai qui dit que s'il avait été son patron, il aurait fait éliminer Joe tout de suite. Zai a demandé à des chercheurs ce que faisait Joseph. Ils répondent qu'ils vérifiaient juste l'entretien de l'équipement de Big D. Zai contrôle l'avancement de notre nouveau matériel Jizoko. C'est fini à 95%. Dans le camion, Mike demande à Joe de veiller sur Emma quand ils se sépareront. Dans sa voiture, Emma et Jason cherchent un rapport sur le serveur d'Oza. Ce rapport contient des preuves pour faire tomber Oza et le nom de son supérieur. Énorme révélation car il s'agit d'un des hauts responsables du pays. La coupe de Big D est terminée. Il félicite les talents du coiffeur, visiblement meilleurs qu'hier. On l'informe que l'entretien de son équipement Gosoko est achevé. Il part donc. Dans la voiture, les geeks viennent de percer le pare-feu. Emma dit à Jason de se calmer, mais c'est trop tard.
Il veut sa revanche. À ce moment-là, Big D arrive et ordonne à Joe d'enfiler son équipement Gizoko. Emma autorise Mike à utiliser les armes dans le camion. Mike ordonne aux nerds de rester dans la voiture pour continuer le piratage. Joe arrive tout équipé, le combat commence. Joe tranche un des verres de Big D, mais ils réussissent à se reconstituer. À ce moment-là, Big D devient furieux quand les hommes de Joseph débarquent pour s'en mêler. Joseph l'assure qu'ils ne vont pas intervenir dans son combat, mais ils tirent sur la voiture d'Emma. Elle déploie ses robots pour la protéger en précisant que ce ne suffira pas si l'ennemi a apporté des lance-roquettes. Hélas, ils en ont bien apporté, mais Mike se sert des armes d'Emma pour riposter. Au début, ça marche, puis ça le met en danger. Emma confie le reste du piratage à Jason et se prépare à aider les gars. La bataille de ninja s'intensifie. Joe devient inventif avec ses lames, mais Big D le repousse encore. Mike est en grand danger quand Emma débarque et élimine sans pitié plusieurs assaillants. Le centre de sécurité d'Hal détecte le piratage, mais trop tard, Jason a ce qu'il voulait. À ce moment-là, un sniper abat Mike et on revoit quand il avait demandé à Joe de veiller sur Emma. Joe dit qu'il ne pense qu'à abattre l'organisation, donc Mike doit protéger Emma. Heureusement, Mike va bien et il dit avoir pris des coups d'Emma pire qu'une balle. Emma a encore beaucoup à apprendre de lui, alors il promet qu'il ne mourra pas maintenant. Tous deux font équipe pour neutraliser d'autres attaquants. Mike tire au Gatling, Emma brille au pistolet. Elle se retrouve en mauvaise posture, mais cette fois c'est Mike qui la sauve. De retour au combat avec l'équipement Jisoko, Big D semble prendre le dessus. Joe fait une belle manœuvre et finit par enfoncer sa lame dans la poitrine de Big D. Ce dernier, contre toute attente, est satisfait. Le duel était d'une élégance rare. Joe enlève son équipement Gazoko et Emma se précipite vers Big D. Il lui demande pourquoi elle les a trahis. Elle répond qu'elle n'a jamais trahi ses convictions et n'a jamais été vraiment de leur côté. C'est une vérité difficile à avaler pour Big D, mais il la trouve belle. Il s'attend à ce que Joe mette fin à ses jours, et tout le monde est stupéfait quand il commence à s'illuminer. Big D comprend que le méprisable Joseph a dû programmer une autodestruction dans sa tenue. Le combattant honorable est furieux et protège Joe avec ses centipèdes. Mike fonce désespérément pour aider Emma en l'appelant, mais Emma, acceptant son sort, utilise ses robots pour protéger Mike. Mike ne peut que regarder et hurler son nom tandis que la combinaison s'autodétruit dans une explosion colossale. Aouza, Joseph fulmine. Big D a encore foutu en l'air ses plans. L'explosion devait faucher les 5, mais n'a tué qu'un seul. Joe sort des décombres, voit que Big D a disparu et se précipite vers Mike et Emma. Elle est en piteux état mais parle encore et demande juste si Mike va bien. Il va bien, alors elle s'excuse auprès de Mary de n'avoir pas tenu sa promesse. Mike la supplie de tenir bon pendant qu'on appelle une ambulance et Emma leur montre son vrai visage. Elle pense que Mike ne la reconnaîtrait pas, mais lui la rassure. Il lui rappelle que c'est juste un tour de métier qu'il connaît et promet encore de lui apprendre plus tard. Emma avoue qu'elle s'est toujours imaginé mourir seule, ce que Mike refuse d'entendre, puis elle se met à chanter et on replonge au moment où Mike lui avait offert une bière au bar. Elle s'imaginait aussi sa version plus jeune là-bas et s'amusait pendant que Mike chantait. Maintenant, Emma reprend cette chanson, mais Mike craque en larmes quand elle s'éteint, puis le groupe la met en terre. Mike explique que c'était une sacrée emmerdeuse, toujours en retard. Ils étaient très proches, et parler avec elle, c'était pour lui comme parler à sa fille, une seconde chance qu'il n'a jamais eu le courage de lui avouer. Il la traite de gamine d'avoir cru qu'elle mourrait seule, puis s'en veut de ne pas lui avoir dit ses sentiments. Joe, lui, est convaincu qu'elle le savait déjà. Il l'affirme car il n'a jamais vu un ninja mourir avec le regard qu'avait Emma. Mike s'effondre encore, tout le monde se tait. Joe jure une fois de plus de démanteler l'organisation et clame qu'il est temps de mettre fin au conflit. Ailleurs, les choses se compliquent. Le nouvel équipement Gosoko de Xi est prêt. Merci d'avoir regardé mon résumé. Abonne-toi à ma newsletter gratuite si tu veux soutenir la chaîne. Le lien est dans la description.